Avec la victoire de Bismarck, Strasbourg intègre l'Empire allemand et devient une toute jeune capitale. Strasbourg devient capitale du Reichsland Elsass-Lothringen, c'est-à-dire de l'État impérial d'Alsace-Lorraine, avec donc des institutions, un gouvernement, une assemblée consultative qui va se mettre en place un peu plus tard, mais avec un statut de véritable capitale. Et ça, c'est quand même évidemment un changement tout à fait important. L'exigence est colossale car les besoins de la toute nouvelle capitale du Reichsland sont énormes. La reconstruction, elle va se faire ponctuellement donc sur les parties détruites, mais c'est un projet d'extension de la ville qui émerge donc dans les années 1870 et qui va être mis au point au début des années 1880, qui consiste à développer une nouvelle ville qui se construit donc autour de la vieille ville historique de Strasbourg. La nécessité imposait la construction d'une ville qui non seulement est flambant neuve, mais encore qui dispose de tous les équipements les plus modernes. Je pense à l'électricité, l'eau courante, tout à l'égout, le tramway, etc. Enfin, presque une ville idéale. L'homme qui va être l'auteur de ce projet grandiose et ambitieux est strasbourgeois. Il s'appelle Jean-Geoffroy Conrad. C'est l'architecte de cette ville nouvelle qui va être entièrement construite par les Allemands. Celle qui va permettre à Strasbourg de tripler sa taille en quelques années seulement. Celle que l'on appelle aujourd'hui encore la Neustadt. On va imaginer, penser une ville fonctionnelle, avec de grandes artères. On prend le parfait contre-pied de la ville historique. Donc des avenues qui permettent de fluidifier les déplacements qui sont encore hippomobiles au début du projet et qui deviennent automobiles dans la seconde partie de cet aménagement urbain. L'idée, c'est d'imprimer la marque de l'Empire allemand. Strasbourg devient une vitrine. Vitrine de la culture, du savoir, vitrine politique également, vitrine économique dans une certaine mesure. C'est cela que l'on veut afficher. L'un des tout premiers bâtiments de la Neustadt à sortir de terre symbolise à lui seul les grandes ambitions allemandes pour Strasbourg. C'est la nouvelle gare centrale, l'emblème absolu du savoir-faire de l'Empire allemand. La gare est toujours un bâtiment de prestige dans l'esprit allemand. Et c'est la raison pour laquelle on va construire la gare dans la partie ouest de la Neustadt, développer par là même un quartier neuf, qui est un quartier marqué par une présence d'hôtels, de restaurants, de tous ces lieux qui sont nécessaires aux voyageurs en transit à Strasbourg. C'est un bâtiment donc de 150 mètres de long qui ressemble davantage à un palais de la Renaissance qu'à une véritable gare. Il n'y a pas un grand beffroi, il n'y a pas une grande horloge au milieu de la gare, pas du tout. Ça ressemble plutôt à un palais florentin, donc c'est une gare un peu dissimulée, sauf qu'à l'époque, on voyait beaucoup mieux la grande halle métallique qui est à l'arrière et naturellement qui abrite les quais de la gare. Sous cette gigantesque structure de métal, 14 voies ferrées desservent l'ensemble des quais à l'arrière du bâtiment voyageur. Une partie de ces quais est réservée aux militaires. Une condition imposée par la nouvelle armée en place afin de pouvoir acheminer du matériel et des troupes par convois entiers. L'ensemble de ces voies pénètre dans la ville intramuros par 2 tunnels ferroviaires percés sous la fortification, au nord et au sud de la gare. Pour empêcher toute intrusion étrangère nocturne à l'intérieur des remparts, des portes blindées sont même ajoutées pour sécuriser l'entrée des tunnels. Chaque fois qu'un urbaniste ou un ingénieur civil dessinait un projet, il y avait toujours un militaire qui regardait par-dessus son épaule. Et la gare de Strasbourg a aussi un enjeu stratégique, d'où sa position. Elle se trouve sur un boulevard, et un boulevard qui permet de déployer les troupes et de les expédier aux différents points importants de la ville, et notamment vers le pont du Rhin. On ne construit pas de gare à cette époque-là sans l'aval des autorités militaires et sans les conditions, le cahier des charges des autorités militaires. Donc ça reste tout à fait fondamental. Et il est donc prévu, effectivement, à l'arrière de la gare, des quais de déchargement militaire.
Mais comment faire de ce bâtiment ultra sécurisé un véritable modèle d'efficacité? Pour l'architecte Johann Eduard Jakob Stahl, qui dessine la nouvelle gare, l'enjeu est de taille. Ce bâtiment doit être capable d'absorber facilement le trafic ferroviaire d'une ville en pleine extension, dont la population est sur le point de doubler. C'est une gare aux normes contemporaines, c'est-à-dire non pas une gare en terminus, en cul-de-sac, mais une gare linéaire. Et plusieurs lignes partent de cette gare. Les Allemands veulent fluidifier le trafic, ils veulent une gare intra-urbaine et surtout une gare de transit, où l'on peut effectivement aller de Paris à Berlin sans devoir changer de locomotive, sans une perte de temps qui pouvait être relativement importante. Mais la vraie nouveauté, celle qui permet de gagner encore plus en efficacité, c'est l'organisation de la gare sur 2 étages. L'accueil et le tri des voyageurs selon leur destination a lieu au rez-de-chaussée, dans un hall de départ monumental. Les trains, eux, sont à quai au-dessus de cette zone voyageurs, au premier étage. Entre les deux, une série de couloirs, de tunnels et d'escaliers. De quoi permettre la répartition des flux tout au long du quai, en évitant le traditionnel bouchon d'un quai à accès unique. Ce mode de construction, cette construction des quais à l'étage, si vous voulez, permet effectivement au public, des voyageurs, de rentrer dans des vastes tunnels et ensuite de monter à gauche et à droite pour rejoindre les quais. Donc ça permet une certaine fluidité de l'écoulement des passagers, aussi bien au départ qu'à l'arrivée, où ils reviennent par d'autres escaliers. Une architecture modèle qui préfigure déjà ce que seront les grandes gares du XXe siècle. Un bâtiment unique en son genre, conçu comme une sorte de vitrine de la technologie allemande. C'est aussi un édifice qui est très moderne. Il est éclairé à l'électricité dès le début, avec une centrale au gaz pour fabriquer cette électricité spécifique à l'édifice. Et c'est le premier bâtiment, d'ailleurs, strasbourgeois, qui est entièrement électrifié. Donc là, il y a vraiment une volonté d'épater, d'une certaine façon, d'épater la galerie, on dirait aujourd'hui. Surtout que sur la place, il y a 2 grands mâts de 22 mètres de haut, avec des lanternes au sommet. Et donc tout ça, on a des témoignages de l'inauguration donc en 1883 qui montrent que les Strasbourgeois sont émerveillés. Donc il y avait évidemment cette volonté de taper un grand coup, mais pas un coup de poing, mais quelque chose qui permettait de séduire la population et de se la rallier d'une certaine façon, pour montrer que les nouveaux maîtres étaient capables de faire quelque chose de formidable. Pour compléter son chef-d'œuvre, l'architecte Jakob Stahl va imaginer un véritable joyau pour la gare de Strasbourg. Des salons ultra luxueux qui existent encore aujourd'hui, mais que peu de voyageurs connaissent. Ils sont réservés aux meilleurs clients de la SNCF. Voici les salons de l'empereur. Des plafonds à caissons, des tentures, des boiseries. Un espace entièrement conçu et aménagé lors de la construction de la gare pour accueillir dans le luxe la visite des plus hauts dignitaires de l'Empire allemand. Je ne sais pas s'il a été beaucoup fréquenté par les empereurs, Guillaume Ier et Guillaume II. Je ne suis pas sûr, d'après ce que j'ai pu lire, ils n'y ont jamais mis les pieds, mais je ne suis pas vraiment sûr, là je ne suis pas certain. En 1901, près de 20 ans après l'achèvement de la construction de la gare, la rumeur de la venue de l'empereur Guillaume II lui-même court à Strasbourg. Alors, Jakob Stahl reprend ses plans et fait ajouter en urgence un pavillon le long de la façade principale de la gare. À l'intérieur, un escalier monumental et privé qui doit permettre d'accéder directement au salon sans avoir à emprunter les zones publiques. La cage d'escalier est éclairée par 4 gigantesques baies ornées de vitraux. Une décoration riche et symbolique à l'image de cette nouvelle gare qui devient l'une des réalisations les plus importantes de cette ville nouvelle.